Bonjour à tous. Du coup, on va pouvoir démarrer ce webinaire sur notre appel à manifestation d'intérêt partage de données industrielles. Je vous propose de démarrer par un petit tour de table des co-hôtes aujourd'hui. Donc, je me présente, Aude Marville, je suis chef de projet au Health Data Hub, à la direction scientifique et en charge des relations du Health Data Hub avec les industriels, les startups et plus généralement tout l'écosystème privé. Et au côté Edge Data Hub, je suis accompagnée de Maxime Caillet. Bonjour à tous, Maxime Caillé. Moi, je suis coordinateur au sein de la direction des partenariats. Bienvenue, bonjour. Et également, on est accompagné de nos partenaires sur cet appel à manifestation d'intérêt, donc Camille chez Roche, si tu veux. Pharma en charge de la stratégie de data sharing pour la filiale. Et de Caroline du côté de Medipat. Bonjour à tous, ravie de vous rencontrer. Donc moi je me présente Caroline Rancati, responsable biobanking du coup au sein de Medipat. Donc vraiment de toute la partie réutilisation, aussi bien d'une part des échantillons biologiques que pour le partage de données. Donc voilà. Euh, alors, notre ordre du jour se structure avec en premier lieu une présentation de l'AMI, de l'objectif, du contexte et des bases de données qui seront mises à disposition dans le cadre de cette AMI. Euh, et ensuite, plus rapidement, de la présentation du dossier de candidature qu'il faut remplir, de ses annexes, de la convention de collaboration, suivie d'une session de questions-réponses. Donc là, vous pourrez nous poser dans le chat par écrit vos questions qu'on sélectionnera et auxquelles on répondra ensuite à l'oral. Sachant que si votre question, si on n'a pas le temps de répondre à votre question, on la note et on vous renverra la réponse par écrit. Alors, sur la présentation de l'AMI, donc tout d'abord, pour présenter un petit peu le Health Data Hub. Donc, le Health Data Hub, c'est un groupement d'intérêt public qui a pour vocation d'inciter à la réutilisation des données de santé à des fins de recherche. Euh, c'est une structure qui a été créée fin 2019 et qui comporte un guichet qui est aussi le secrétariat du CESRES, qui permet l'accès sur les données de santé en France. On a aussi créé un catalogue qui inclut plusieurs bases médico-administratives auxquelles vous pouvez avoir accès et qui comporte également une plateforme sur laquelle vous pouvez mener des projets de réutilisation de données. Plus particulièrement sur cette AMI. Ça fait depuis sa création que le Health Data Hub est en discussion et mène des réflexions avec les acteurs privés pour inciter à la réutilisation de données à des fins de recherche. Ça fait quelque temps déjà qu'on réfléchit notamment avec Roche sur les manières les plus appropriées de faire ce type de réutilisation, c'est-à-dire que les acteurs industriels puissent mettre à disposition certaines de leurs données à des fins de recherche, en partant du constat qu'il y avait beaucoup de données chez les industriels qui n'étaient pas forcément utilisées ou exploitées alors qu'elles pouvaient servir à des fins de recherche publique. Euh, et c'est du coup tout le principe de cette AMI que des industriels, en l'occurrence ici euh, Medipat et Roche, mettent à disposition leur base de données, enfin une base de données, euh, pour lesquelles les porteurs de projets pourront, dans les conditions qu'on va décrire après, soumettre un projet de recherche à partir de cette base de données euh, en utilisant potentiellement leur base de données à eux, et la base principale du SNDS. Donc, la condition sine qua non pour participer à cette AMI, c'est de présenter un projet à partir de la base soit de Roche, soit de Medipat. Mais vous pouvez aussi présenter un projet où vous croisez les données de Roche et de Medipat avec les données de la base principale du SNDS ou à des données que vous apporteriez tierces. Euh, Donc voilà, l'objectif est de réfléchir aux conditions de partage de données d'origine privée et d'identifier des projets d'intérêt public euh, promettant des résultats rapides et innovants à partir de ces données.
Et pour cela, le HDH propose un accompagnement humain, technique et financier des lauréats. Euh, alors ça, c'est la présentation de nos partenaires Roche et Medipat. C'est la présentation que vous retrouverez dans le cahier des charges de notre AMI. Je peux peut-être vous laisser dire quelques mots sur ce sujet, Camille, puis Caroline. Côté Roche Pharma, effectivement, et plus particulièrement la filiale française, on a toujours été très intéressé de pouvoir partager nos données et de pouvoir collaborer sur des recherches publiques, privées, 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 pour faire en sorte voilà, d'animer la recherche, notamment en pharmacoépidémiologie. Donc, on est ravi de participer à cette AMI du HDH en parallèle de nos autres initiatives de data sharing. Donc, on espère que les données que l'on met à votre disposition pourront avoir de l'intérêt pour vous. Alors, ben, nous, du coup, partie Medipat, donc nous, juste pour resituer, donc de base, on est un cabinet d'anatomocytopathologie, donc à l'heure actuelle, avec une très grosse volumétrie de diagnostic et de dépistage, forcément principalement en oncologie. Et de la même manière que Roche, on s'est très rapidement rendu compte de l'importance et de l'impact que pouvaient avoir les données issues du diagnostic dans ce cadre-là. Et du coup, c'est en ce sens qu'on a décidé de mettre en place, donc, d'une part, un service de biobanking, donc entièrement dédié, et de deux, de vraiment se retrouver avec des institutions, alors aussi bien publiques que privées, hein, mais pour vraiment permettre la réutilisation et la mise en avant, du coup, de ces bases de données. Euh, donc là, bah, brièvement, la base de données en question, c'est un petit peu une base de données type que notre activité nous permet de réutiliser, pour laquelle, bien entendu, on a également toute la partie législative qui encadre cette utilisation. Donc, d'une part, toute la partie information aux patients et faire valoir de leurs droits, également toute la partie protection et minimisation des données. Donc là, à l'heure actuelle, pour ce jeu de données, nous, on est sur un jeu de données donc type, comme je vous le disais, et sur lequel on a ciblé donc en aire thérapeutique un cancer du poumon non à petites cellules, avec des stades de cancer qui sont relativement variés, et avec uniquement dans ce dataset des données sur tumeurs primaires sans traitement préalable, avec du coup vraiment une potentielle utilisation secondaire, aussi bien pour de l'analyse de comportement que pour des prédictions de fréquence d'apparition de mutations, pour des déploiements de nouvelles stratégies thérapeutiques, pour des développements plus approfondis de la médecine de précision sur ce type de pathologie, ou pour également réaliser du contrôle de surveillance d'apparition de potentielles nouvelles mutations. Voilà, donc un petit peu pour faire un petit état des lieux. On peut enchaîner sur la présentation des bases de données de Roche. Euh, Par contre, donc, il y a deux bases de données PRM, cancer du sein et cancer du poumon, mais si tu le souhaites, Camille, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc, il s'agit de la constitution de deux bases pour un projet qui a été mené entre 2014 et 2021, où on a fait un partenariat avec plus de 130 centres hospitaliers pour recueillir leur extraction des logiciels de chimiothérapie, donc des logiciels hospitaliers de préparation des chimiothérapies. Ce sont des systèmes d'information qui sont finalement très riches d'informations et qui nous ont permis de mener des investigations donc, sur nos produits. Dans deux pathologies, le cancer du poumon et le cancer du sein. Donc, en l'occurrence, les hôpitaux
transmettait à notre partenaire de l'époque, hein, on avait un tiers de confiance hein, pour le recueil des données, Advanced Schema. Et ce partenaire recueillait les extractions des données de patients qui avaient été exposés à au moins un produit Roche, une dose de produit Roche. Alors, dans le cancer du poumon, trois produits hein, sur cette période entre 2014, enfin excusez-moi, deux produits hein, dans le cancer du poumon, c'était des patients qui avaient été au moins exposés à une dose de bevacizumab ou d'atezolizumab, donc un anti-angiogénique et ou une immunothérapie. Et dans le cancer du sein, on a un peu plus de produits dans le cancer du sein HER2+, où là, effectivement, les patientes étaient exposées à au moins une dose de trastuzumab, pertuzumab ou trastuzumab emtanzim, donc, ou même Avastin dans des cas un peu plus rares. La base est un petit peu plus représentative parce que dans le cancer du sein, on a eu à l'époque une situation où beaucoup de patientes étaient exposées. Il faut bien comprendre que dans le cancer du poumon, on est sur une population qui est sélectionnée avec des patients traités par un produit Roche. Malgré tout, euh, cela reconstitue le parcours complet du patient avec les autres molécules administrées. Vous pourriez voir que certains patients qui ont bénéficié de traitement peuvent avoir une exposition à plusieurs molécules et il n'est pas rare de pouvoir observer des patients qui peuvent avoir jusqu'à 10 lignes ou même un peu plus de lignes de traitement, des patients qui ont eu un diagnostic précoce ou métastatique. Donc, en fonction, je dirais, des histoires de chaque patient, on peut avoir des expositions qui sont relativement longues de plusieurs années, hein, voire même de décennies hein, pour certains patients. Donc voilà, il y a également une slide qui présente les différentes variables des bases. Donc en termes de variables cliniques, on a vraiment le minimum avec la taille, le poids, le sexe. Au niveau du diagnostic, c'est ce qui est rentré par les pharmaciens d'officine hein, qui vont renseigner la base de chimio. Le performance statut, le statut ECOG, est peu renseigné, hein, mais il est renseigné dans certains centres. Par contre, vous avez quelque chose de très clair et très précis concernant les traitements, l'exposition au traitement des patients. Vous avez effectivement chaque administration avec le dosage, avec la date d'administration et le protocole de traitement s'il inclut plusieurs traitements. Vous pouvez également voir si le patient a eu un traitement dans le cadre d'un essai clinique nous pouvons également reconstituer les différents stades de la maladie, savoir si le patient, si le patient a été exposé à une molécule pour un stade précoce ou pour un stade métastatique. Et nous avons fait énormément de data management sur ces bases pour reconstituer et rendre cohérents les stades de la maladie aux différents moments et aux différents traitements et les lignes de traitement à partir du stade métastatique. Voilà pour ces deux bases. Et peut-être pour terminer, Aude, si tu permets, là, juste avant, voilà. Là, vous avez une visualisation d'un exemple de patient qui vous permet de voir en haut, chaque point est une administration de produit, donc vous avez quelque chose de très fin en termes d'exposition de traitement, où vous voyez que vous avez différentes séquences, hein, donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une patiente ayant un cancer du sein, avec des premiers traitements en 2011, puis un enchaînement à partir de 2015 d'un deuxième traitement. Et vous avez une reconstitution des lignes de traitement. On pourra en discuter hein, lorsque vous présenterez vos projets.
On a la possibilité de vous livrer les bases brutes, c'est-à-dire qui n'ont pas été retravaillées, qui n'ont pas été data managées en fonction de la question de recherche que vous nous soumettrez, ou les bases data managées pour lesquelles il y a eu des règles médicales qui ont été validées par un comité scientifique indépendant qui nous ont permis de rendre cohérents les stades et les lignes de traitement, puisqu'il y a eu un gros travail, hein. Il faut savoir que avant de pouvoir rendre exploitable ce type de base, il y a eu plus de 5 années de recherche pour vraiment appréhender ce type d'information qui est très riche, mais malheureusement peu utilisée parce que finalement, elle nécessite une certaine expertise pour être bridgée avec les données de d'autres systèmes d'information hospitaliers. Donc on est sur des données quelque part assez originales dont on n'a pas l'habitude d'avoir accès, mais qui peuvent permettre donc une certaine richesse en termes d'exposition des patients à des médicaments, en l'occurrence des médicaments par administration, par voie parentérale. C'est-à-dire que nous n'avons pas, à travers ces logiciels-là, une exposition aux traitements oraux. Et puis, il y avait également une dernière slide où on présente succinctement voilà, les étapes clés du data management. Donc, comme je vous le disais précédemment, les hôpitaux nous transmettent les extractions des logiciels de chimiothérapie. On vérifie les critères d'éligibilité des patients. On vérifie si le patient est exploitable et cohérent parce que il peut y avoir des erreurs de codage au niveau des patients et finalement il n'est pas traité par exemple pour le bon cancer ou il ne respecte pas les critères de sélection. Les informations sont incohérentes et ne permettent pas l'exploitation du patient et donc on pourra aussi vous présenter un flowchart où effectivement on a une déperdition de patients exploitables pour les analyses que l'on conduisait à l'époque. Voilà. Super, merci Camille. On peut passer à la base présentée par Medipat. Caroline, si tu- Oui, alors désolée, du coup, j'avais pris un petit peu d'avance. Du coup, potentiellement, donc pour la base que l'on a identifiée comme base potentiellement d'intérêt du coup pour la recherche, c'est vraiment une base du coup à l'heure actuelle sur du cancer du poumon à non petites cellules avec intégration de données de biologie moléculaire associées. Bien entendu, nous là, on n'est pas sur un génotypage complet du génome patient, on est vraiment sur un génotypage des zones tumorales, donc par technique de NGS, et qui sont vraiment adaptés à des recherches de mutations sur des gènes bien spécifiques, sur des mutations bien spécifiques, qui peuvent avoir du coup une grande plus-value à l'heure actuelle soit pour les typologies de thérapie, soit également pour l'analyse des fréquences ou de prédiction d'apparition des mutations. Donc actuellement, on a du coup une base de données qui est représentée donc, par 500 patients avec du coup une rétrospective qui va de 2016 jusqu'à 2023. L'objectif étant, bien entendu, d'avoir quelque chose de suivi dans le temps, mais en revanche, qui soit quand même, on va dire, au goût du jour, dans le sens où, en repartant sur des techniques de NGS qui étaient beaucoup plus anciennes, on n'était pas adapté, on va dire, à la médecine d'aujourd'hui et aux recherches de mutations génétiques d'aujourd'hui. Donc, la population cible, du coup, bien entendu, malheureusement, c'est une population ayant développé donc, un cancer du poumon avec des prélèvements réalisés en totalité sur le territoire français et du coup avec une base de données qui comprend aussi bien des résultats d'immunohistochimie et des résultats de biologie moléculaire. Si juste vous pouvez passer à la suivante, du coup, Aude. Merci beaucoup. Donc, comme je vous le disais, donc, on est sur une volumétrie donc, de 500 dossiers avec une aire thérapeutique de cancer du poumon non à petites cellules.
tout stade de cancer confondu, parce que bien entendu, selon les stades, bah, on peut potentiellement observer également une variabilité sur les fréquences d'apparition des mutations génétiques tumorales, avec uniquement du coup un ciblage sur des tumeurs primaires, donc non métastatiques, et sans traitement préalable à la résection. En termes de données associées, donc on est sur des données qui restent standardisées et homogénéisées. Donc on dispose des données administratives non identifiantes, donc tout ce qui est sexe, âge patient, de données d'anatomocytopathologie avec des diagnostics, des sous-types histologiques, un grading et ou un staging tumoral, et également les données du coup de TNM ANAPAD, bien entendu, donc de PTNM. Euh, on y associe également potentiellement donc, des données en immunohistochimie, bien entendu, bah, les données ciblées et pertinentes pour un cancer du poumon. Donc, principalement, on va être sur du score de PDL1 et également donc, les résultats ALK sur les gènes ALK et ROS, du coup, en immunohistochimie. Et bien entendu, c'est un petit peu la base de cette base de données, toutes les données de biologie moléculaire en NGS, donc aussi bien les gènes mutés, non mutés, mais également potentiellement les typologies de mutations relatives à tout cela. Euh, Également, du coup, sur la diapo suivante, je pense que c'était important, du coup, de vous remettre un point d'ancrage sur la constitution de cette base de données et surtout sur les workflows que l'on utilise pour l'information des patients, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est également un des points clés dans la réutilisation de données. Donc, nous, pour vous informer un petit peu, donc, dans le workflow, ce qui se passe, c'est qu'on va sélectionner donc, et identifier des patients répondant aux critères d'intérêt de l'étude, donc aussi bien des critères d'exclusion et d'inclusion. Et bien entendu, potentiellement, on pourra euh, recibler, si besoin, et euh, de manière un petit peu plus précise, les patients du dataset, si par exemple, bah, on ne veut que des hommes, que des femmes, je ne sais pas. Voilà, ça, c'est également des points on pourra être amené à discuter ensemble. Une fois que ces patients ont tous été identifiés, on va leur envoyer un courrier d'information donc de manière individuelle qui décrit du coup la potentielle réutilisation de leurs données, étant donné que c'est des données en première instance issues du soin. On a donc, comme le veut la législation française, donc un délai d'attente, donc qui a un délai raisonnable pour le patient, pour prendre en compte les informations, faire valoir ses droits. Donc, ça prend en compte ses droits d'opposition, mais également tous ses droits sur la visibilité, les modifications et le transport, on va dire, des données. Le mot ne me vient plus, malheureusement. À finalisation, du coup, de ce délai d'opposition, on a donc toute une partie donc, de data management, de structuration, de préparation et de transfert des données d'intérêt. Voilà, moi je voulais clairement faire un très gros point là-dessus parce que je sais que c'est clairement un très gros point d'interrogation pour beaucoup de nos patients et qui pour moi reste de manière éthique dans la réutilisation des données un des points clés à aborder dans la présentation également des datasets. Voilà, voilà un petit peu notre dataset. J'ai essayé de pas trop vous en dire et de vous en donner quand même assez pour que vous puissiez potentiellement vous projeter. S'il y a des questions complémentaires, s'il y a des besoins complémentaires, je suis là pour y répondre également. Donc voilà. Merci. À la fin, pendant la session de questions-réponses, je vous laisserai regarder les questions, Caroline et Camille, et répondre aux questions auxquelles vous voulez souhaiter répondre. Euh, Si on avance sur le principe de l'appel à manifestation d'intérêt, euh, donc les projets lauréats seront financés sur une période de 24 mois à partir de novembre 2024 et le montant auquel les projets sont éligibles peut aller jusqu'à 100 000 euros par projet. On détaillera un petit peu le type de coût que vous pouvez inclure dans ce projet. Euh, qui peut candidater? Quels sont les critères d'éligibilité? Donc, tout d'abord, il faut un dossier de candidature complet, conforme au format imposé. Donc, on utilise démarche simplifiée
euh, pour déposer votre projet. On vous expliquera un petit peu plus comment ça marche dans quelques minutes. Euh, les porteurs de projet. Donc, le porteur ou le chef de file doit être une personne morale enregistrée en France. Et les porteurs de projet doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Par ailleurs, du coup, sur le contenu du projet, le projet doit porter, ça on l'a dit quand on a expliqué le contexte, sur une des bases des données qu'on vient de vous présenter, de Roche ou de Medipat, chaîné ou non à la base principale du SNDS. Donc ça, selon votre projet, selon ce qui vous semble pertinent, ou de données auquel cas vous apporteriez. Le projet doit avoir un intérêt public. La demande de budget doit être autour de 100 000 euros, enfin, maximum 100 000 euros. Euh, le déroulement du projet ne doit pas dépasser 24 mois à date de la signature de la convention de collaboration. Euh, la demande d'accompagnement par le LZAP doit être cohérente. Il faut prévoir un partage en open source des programmes et des documentations ayant un fort potentiel de réutilisation. Ça fait partie de la doctrine du LZA Hub. Et il y a deux autres critères qui sont assez importants également. C'est la neutralité du projet de recherche. Donc, le projet de recherche ne doit pas donner lieu au dénigrement de l'industriel ou des fabricants qui mettent à disposition les données. Et le cas échéant, porter atteinte à leurs intérêts ou remettre directement en cause la qualité de leurs activités. Il y a aussi un critère de faisabilité scientifique du projet. Donc, au regard des données qui sont effectivement disponibles dans la base de données, il faut que le projet soit faisable et cohérent scientifiquement. Il y a également, du coup, une fois que votre projet a été estimé comme éligible, vous passez à la phase de sélection. Donc là, il y a un jury indépendant qui évaluera votre projet selon 6 critères. Le premier critère, c'est les bénéfices attendus. Je vais rentrer dans le détail de chacun de ces critères, je pense que ce sera plus simple. Donc, les bénéfices attendus, c'est la justification de l'intérêt du projet, sa pertinence et le fait d'avoir une problématique claire. Il y a aussi un critère qui est le caractère innovant du projet. Donc, il faut que le projet apporte quelque chose à l'état de l'art. Et si vous proposez dans le cadre de votre projet un chaînage avec la base principale du SNDS ou avec un entrepôt de données de données de santé tierces, il faut que ce soit pertinent. Il faut que votre projet ait un caractère réutilisable des éléments proposés de partage en open source avec une licence permissive. Il faut également que votre projet soit faisable et réaliste. Donc ça inclut une vision claire et jalonnée, une description détaillée de l'approche algorithmique et méthodologique, le réalisme dans le budget que vous proposez et une maîtrise des risques associés au projet. Il y a les deux derniers critères qui sont la capacité à porter le projet et la maturité du projet. Donc ça, c'est votre équipe. Est-ce que votre équipe est adéquate par rapport à l'ambition de votre projet? Est-ce que vous avez une bonne compréhension des démarches réglementaires qui seront nécessaires? Et ensuite, le dernier critère de sélection, c'est la pertinence du dimensionnement de l'accompagnement que vous demandez au HDH, que ce soit en termes de financement ou en termes d'accompagnement humain. Bien sûr, tous ces critères, que ce soit les critères d'éligibilité ou les critères de sélection, sont détaillés dans le cahier des charges qui est disponible sur notre site. Et on mettra aussi en ligne la vidéo de ce webinaire. L'accompagnement proposé aux lauréats. Alors, tout d'abord, on propose un accompagnement financier. Il y a aussi un soutien au montage et au dépôt de demandes d'accès de santé. Il y a une mise à disposition de la plateforme du Hub pour traiter ensuite vos données et faire vos analyses. Il y a un appui du HDH à l'ouverture de vos résultats et on vous soutient évidemment dans la diffusion des résultats du projet. Comment candidater? Donc, la date limite du dépôt de candidature, c'est le 4 septembre. Donc, vous avez jusqu'au 4 septembre pour déposer votre projet. Le jury, c'est un jury indépendant composé de spécialistes qui établira un classement des demandes. Et ensuite, on espère le jury aura lieu en octobre.
Et ensuite, une annonce des résultats prévue pour novembre. On va passer maintenant au détail du dossier de candidature. Donc, le dossier de candidature, il se fait sur la plateforme Démarche simplifiée. Pour ceux qui ne seraient pas familiers de cette plateforme, c'est une plateforme de l'État sur laquelle vous remplissez un dossier en ligne. Donc, le temps de remplissage, c'est estimé à un peu plus d'1 heure pour le remplissage de notre dossier. Et ensuite, donc, là, par exemple, je m'inscris au hasard. Et ensuite, vous avez, du coup, vous choisissez la base de données sur laquelle vous voulez mener votre projet et vous remplissez votre projet avec voilà, une description synthétique du projet, la description des partenaires, de votre équipe, la présentation de votre plus détaillée de votre projet, de son caractère innovant, la présentation de votre démarche. Et plus particulièrement, en fait, les pièces annexes qu'on va vous demander de fournir qui sont indispensables à ce que votre projet soit estimé complet et éligible. Euh, et donc, qui sont euh, tout d'abord l'annexe financière qu'on vous présentera dans une minute, euh, une, euh, une expression de besoin sur le périmètre du SNDS, de la base principale du SNDS dont vous avez besoin si vous souhaitez utiliser la base principale du SNDS, et une fiche projet. Voilà pour la démarche en ligne. On est à votre disposition si vous avez des questions. On a aussi une adresse, on l'a mise à la fin, mais on a une adresse mail qui est dédiée à l'AMI sur laquelle vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. Et sur ces annexes, du coup, donc, on vous parlait tout à l'heure de cette annexe financière. Si je peux- Oui, je peux prendre la suite juste sur ces quelques éléments financiers. Donc là, l'idée, c'est de vraiment zoomer sur les trois annexes qui sont à compléter et donc à joindre à votre dossier. Assez rapidement, et on pourra prendre aussi un petit temps à la fin de la session pour pouvoir en discuter si besoin, hein, mais donc, en principe financier, nous proposons dans le cadre du financement obligatoire, donc un taux de financement qui sera équivalent quand il ne va pas dépasser les 100 000 euros par projet. L'annexe financière, en fait, on va vous la montrer après, mais c'est un échéancier. Donc, l'idée, c'est d'avoir finalement un échéancier qui soit conforme finalement aux temporalités que vous avez décrites dans votre projet. C'est assez classique comme modalité de fonctionnement, mais ça a des petites subtilités, je vais vous décrire ensuite. On a notamment dans ces subtilités un principe de rétention qui est égal à 20% du projet, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin du projet, on va finalement vous verser donc les 20% de chacune des phases, 20% du montant total du financement. Cette rétention-là, elle nous permet de pouvoir justement nous ajuster sur le réel, étant donné que chaque versement a lieu en début de phase. Donc évidemment, si une partie du travail n'a pas pu être fait ou a été simplifié, ou à l'inverse, il y a besoin d'avoir un ajustement parce que le travail, finalement, pardon, on va utiliser cette rétention pour pouvoir justement pouvoir tirer au réel. Et enfin, un principe de justificatif, chaque dépense forcément est justifiée. Ça, pour pouvoir le détailler, je propose qu'on passe à la slide suivante. Les types de coûts admissibles, il me semble que le support vous sera aussi adressé, donc je ne vais pas faire la lecture de slide, je vous épargne ça, mais globalement, avoir en tête, c'est que sur la annexe financière, vous pouvez décrire pour chacun des partenaires du projet des coûts directs et des coûts indirects. Vous avez la possibilité de pouvoir rentrer dans une maille un peu plus fine et de pouvoir aller donc, dans les dépenses de personnel, donc pour pouvoir financer des activités d'un salarié qui serait déjà un salarié de votre organisation ou pour un futur recrutement, c'est une possibilité. On va avoir aussi les autres coûts directs, ça peut être voilà, des types logiciels, ça dépend des émissions, etc. Et enfin, donc, les coûts indirects qui peuvent être détaillés dans la liste financière. Et une petite particularité de cette AMI, c'est que, il peut y avoir un coût de mise en qualité des bases qui sera pris sur l'enveloppe du projet des 100 000 euros. Donc ça dépend combien de projets sont lauréats d'une base, parce que du coup, en fait, le coût de la mise en qualité pourra être mis en commun entre les différents projets. Peut-être aussi juste un point complémentaire sur ce sujet. On le verra aussi, hein, mais c'est un financement qui se réalise sous forme de subvention. Donc, en fait, il faut comprendre qu'on n'applique pas de TVA sur les versements qui sont décrits dans la liste financière.
justificatif. Alors, je vous rassure, évidemment, là, c'est assez théorique, il y a beaucoup d'éléments. Sachez qu'en fait, pour les projets qui sont désignés comme lauréats issus du processus de sélection, il y aura aussi un accompagnement qui sera réalisé par la direction des partenariats sur ce sujet-là. Donc, cette annexe, elle sera revue. Donc, si évidemment vous avez une vision qui n'est pas encore tout à fait claire ou définie de votre projet, c'est pas très grave. On pourra en un second temps aller plus loin. Et c'est à ce moment-là qu'on regardera ensemble finalement comment on peut justifier chacune des dépenses et comment l'ingénierie financière du projet enfin, se comprend et est stabilisée. En tout cas, sachez que pour chacune des dépenses qui sont indiquées dans la liste financière, on a un justificatif qui sera à fournir et qui converse le côté HDH finalement au réel. Sur la TVH, parce que c'est souvent un sujet un peu technique, structure, il y a quand même la possibilité de pouvoir demander, dans ce cas-là, il faut fournir un certificat de non-récupération de la TVA. Juste de prendre quelques minutes pour avoir une vision un petit peu plus claire. Je veux bien qu'on rentre dans la liste financière. Du coup, la liste financière elle est téléchargeable directement depuis la page démarche simplifiée. Ça se présente comme un tableau Excel, c'est simple, avec une première page de présentation. Ensuite, vous pouvez finalement compléter les différentes étapes. Si on passe à l'année 2, et donc, l'onglet numéro 2, ce que je vous propose, c'est pas trop y toucher. En fait, finalement, la plupart des éléments qui sont sur cet onglet sont des formules, des calculs qui sont automatisés et qui vont venir reprendre l'ensemble des détails que vous allez pouvoir inscrire dans l'étape 1, étape 2, étape 3. Si vous avez 3 étapes, si vous en avez moins, si vous en avez plus, c'est adapté, évidemment. Donc, ça vous permet d'avoir un petit peu, on va dire, l'ensemble et la vision un peu macro avec les versements pour chacune des étapes, pour chacun des partenaires. Et là, vous retrouvez, par exemple, si je prends une 15, les 20% qui correspondent à la rétention et qui seront versés à la fin du projet. Je vous explique un petit peu. Étapes, donc la temporalité des étapes, c'est censé suivre aussi finalement, la temporalité de votre projet. En tout cas, sur la partie conventionnement, mais on sera dessus un petit peu après, mais l'idée, c'est d'avoir finalement des annexes, en tout cas des documents qui sont conçus un peu en miroir. Elle va se baser sur finalement l'avancement de nos travaux pour pouvoir caler au maximum au réel finalement. Donc, essayer d'avoir un séquençage avec étape 1, étape 2, si besoin un peu plus. Du coup, là, sur cette onglet présenté, étape 1, les étapes 2 et 3, ce sont les mêmes onglets. L'idée, c'est de rentrer après dans chacune des cases et de pouvoir décrire donc, les différents frais qui vont être nécessaires pour la conduite du projet et qui vont un financement de la part du BFSAE. Vous allez juste finalement compléter donc la première colonne avec la capture des dépenses, indiquer quel sera le destinataire du financement, et ensuite de venir indiquer les différents montants. Et c'est à ce moment-là que nous, où on accompagnera les lauréats, on pourra discuter avec vous des types de justificatifs qui seront demandés. Donc là, on a mis un exemple, hein, c'est pour voir un petit peu ce qui peut être attendu. Mais évidemment, c'est des choses qui sont sujets à discussion et on aura bien le temps de pouvoir définir ces différents éléments. Voilà, je pense assez rapidement. Dans tous les cas, nous, on se tient à votre disposition pour pouvoir vous aider à compléter cette annexe plus facilement. Ça peut paraître un peu difficile comme exercice au premier regard, mais finalement, le document est quand même assez autoporteur, je dirais. Et dans tous les cas, on prend le temps pour les lauréats de pouvoir le redéfinir ensemble. Et c'est des éléments qui seront annexés à la convention de collaboration et qui sont des engagements finalement cette fois. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de revoir tout ça ensemble. Si on continue sur les annexes du dossier, rapidement sur les annexes de dossier de candidature, euh, bon, il y a l'expression de besoin des données SNDS, donc ça, c'est pas une annexe qui est obligatoire, mais c'est quelque chose, c'est un formulaire que vous devez remplir pour préciser quel est le périmètre de la base principale du SNDS dont vous auriez besoin. Il y a aussi l'annexe fiche projet, donc ça, c'est une pièce obligatoire. Euh, En fait, c'est quelque chose qui reprend les grands principes de votre projet de manière synthétique. Ce qu'il faut garder en tête quand vous remplissez cette annexe, c'est que c'est en fait une fiche qui a destination qui a vocation à être publiée ensuite et à faire la promotion de votre projet. Donc, il faut peut-être adopter un ton, entre guillemets, plus grand public euh, et plus adapté à un public novice qui voudrait découvrir votre projet.
la convention de collaboration. Je reprends la main là-dessus. Mm. Ensuite, collaboration. Alors, effectivement, on va être assez rapide là-dessus. Simplement, ce qu'on souhaitait vous dire, c'est à partir de la page, pardon, de la page dédiée à l'AMI sur le site du Health vous allez avoir un certain nombre de documents. Euh, les liens seront transmis dans le support, hein, donc vous allez pouvoir retrouver ça facilement. Et on vous a également mis en fait un exemple, l'exemple de la convention qui sera proposée au projet lauréat. Ça vous permet de vous projeter dans un premier temps. Évidemment, ce n'est pas des éléments qui sont à compléter pour le dossier de candidature. Ça vous permet quand même de comprendre finalement quelle sera l'attendue pour le projet lauréat et comment est-ce que nous, on design, on va dire, l'accompagnement. En tout cas, sachez que c'est un corps de convention qui est standard, qui est juste à compléter un petit peu comme un texte à trous pour pouvoir finalement indiquer quels sont les signataires et les parties prenantes du projet. Et ensuite, un jeu d'annexe dans lequel on va vous coller finalement l'ensemble des spécificités du projet pour pouvoir finalement expliquer votre projet, quelles sont les bases que vous venez mobiliser et également aussi tracer finalement l'ensemble des sujets de propriété intellectuelle qui sont issus du projet. Je ne reviens pas forcément trop longuement dessus. Mhm. Sachez qu'en tout cas, vous avez ce document qui est mis à votre disposition et comme ça, vous pouvez en tout cas en prendre une connaissance. Séance de questions-réponses. Ouais, et juste simplement pour terminer, c'est des choses qu'on a déjà dites, hein, mais voici l'adresse email dédiée à l'AMI. La date limite, c'est le 4 septembre et on a sur votre site le lien pour déposer la démarche en ligne. Je vois que vous avez certains ont posé des questions dans le chat auxquelles Camille, tu as répondu. Je vais les dire à l'oral parce que je pense que tout le monde ne peut pas forcément les voir. Donc, il y avait une question, c'était combien de patients dans la base Roche cancer du sein? Donc, environ 20 000 patientes. Et sur les bases Roche, il faut prévoir une information individuelle où la potentielle réutilisation de leurs données est déjà prévue et une note d'information collective peut-elle être diffusée sur un portail de transparence? Et là, Camille, tu as répondu, une demande d'autorisation auprès de la CNIL est à prévoir. Oui, tout à fait. Et donc, pour compléter, c'est vrai que c'est une information majeure. Donc, 5000 patients poumons dans la base PRM et environ 20 000 patients seins avec des niveaux d'information qui sont assez hétérogènes, hein, qui témoignent aussi de la réalité de la prise en charge des patients dans les établissements. Pour l'autorisation CNIL, c'est effectivement une autorisation à déroger à l'obligation d'informer qui est justifiée par le fait que, étant donné le nombre de patients et le nombre de centres, les efforts sont disproportionnés pour réinformer les patients. Et oui, une autorisation CNIL avait été délivrée en 2019 à Roche pour une réinformation des patients. Donc, nous avons déjà obtenu un retour positif de la CNIL pour une autorisation de Roche à déroger à l'obligation d'informer voilà, sur un complément d'information. Sur le projet PRM en lui-même, les patients ont tous été informés de leurs droits par une notice remise par les centres et donc on va recommander que le porteur de projet soumette une autorisation auprès de la CNIL. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y a aussi une autre question. Merci pour la présentation. Est-ce que les données d'imagerie sont disponibles pour ces cohortes? Euh, alors, je ne sais pas si vous parlez de des bases de Roche ou des bases de Medipat, mais je peux vous laisser répondre, Camille et Caroline, pour les deux. Côté PRM, pas de données d'imagerie. Alors, nous, de notre côté, en première instance, il n'y a pas de données d'imagerie non plus. Après, bah forcément, on peut potentiellement voir aussi pour développer les bases, mais du coup, le travail ne sera pas le même en l'occurrence. Donc, ça, il faudra voir un petit peu ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, et ce qui répond clairement à des objectifs bien précis et au droit de minimisation des données. Il y a aussi une question qui est: bonjour, quel est le montant de l'enveloppe globale pour financer tous les projets?
Alors ça, évidemment, ça dépend du nombre de projets qui seront lauréats et donc de la qualité des projets qui seront présentés. Euh, Il y a une question sur le fait que les slides soient transmises après le webinaire. Alors, il me semble que le webinaire sera disponible en ligne. Et si vous voulez les slides, on peut également vous les transmettre. Vous pouvez juste nous envoyer un mail. Il y a une question aussi pour Medipat. Caroline, je ne sais pas si tu souhaites la prendre. Yes, yes. Alors, partie Medipat, donc actuellement, bah, nous, on a une activité également vraiment de biobanking pur, on va dire. Donc là, c'est vrai que dans le cadre de notre collaboration avec le Health Data Hub, on était vraiment sur la réutilisation de données. Après, potentiellement, on a également bah, la possibilité sur certaines typologies d'échantillons d'accéder aux échantillons biologiques. Mais voilà, je pense que là, on est hors du scope. Alors après, il faudra peut-être pas me dire, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on est hors du scope qu'on essaie de monter clairement dans ce partenariat avec le Health Data Hub de valorisation de la donnée en tant que telle. Voilà. Je crois qu'on a répondu à toutes vos questions. Est-ce que le rapprochement des bases est une direction qui intéresserait le HDH? Alors, donc la question c'est, est-ce que le rapprochement des bases de Roche et de Medipat est une direction qui intéresserait le HDH? Très, très franchement, c'est quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé. Euh, Tout dépend de ce qui est proposé, et de la pertinence du projet proposé. Aude, si tu me permets, je voudrais également rajouter un point en termes de cas d'usage. C'est vrai qu'on ne les a pas forcément développés et de toute façon, voilà, à vous de proposer les usages que vous souhaitez. Dans le cadre de PRM, il faut aussi entrevoir des usages techniques de ces données. Donc, bien évidemment, euh, on pense tout de suite à des usages donc, scientifiques, médicaux, d'exploration épidémiologique de ce type de données. Mais j'entrevois aussi des usages techniques de ces données pour s'accaparer donc ce type de données, système d'information type chimio, de procéder euh, à des nouvelles façons de faire du data management automatisé, de développer des algorithmes de codification ou de requalification de données. Ce sont des usages qui doivent être également possibles via les données de PRM. Donc, pas uniquement des usages scientifiques ou médicaux, mais également des usages techniques euh, sont possibles avec cette base de données. C'est peut-être moins évident à appréhender, mais c'est tout aussi intéressant. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de nos questions. Je ne sais pas si Caroline ou Camille... Ah non, on a une dernière question. Pour des usages techniques, quid de l'open source? Euh, Alors effectivement, à l'issue de l'utilisation des données de PRM, il est possible de partager ces règles de data management et de partager les règles de mise en cohérence qui peuvent aller jusqu'à des algorithmes simples du regex, voire des règles plus compliquées à la limite de l'intelligence artificielle. Nous en avions expérimenté, donc nous fournirons avec les bases de données la documentation de ce que nous avons mis en œuvre pour la préparation des bases. Mais évidemment, aujourd'hui, on peut vraisemblablement faire mieux. Et donc, il y a un champ d'exploration tout à fait intéressant. Et après, l'idée, c'est effectivement de pouvoir le partager en open source pour en faire profiter toute la communauté.
Du coup, je pense que là, on arrive vraiment au bout des questions. Je ne sais pas, Caroline et Camille, si vous voulez conclure avec un mot de la fin, et sinon, c'est bon pour ce webinaire. Et on en a prévu un autre avec le même contenu, du coup, le 16 juillet. Bah, du côté de Roche, on sera vraiment ravis de pouvoir répondre à vos questions, de discuter avec vous de la faisabilité des projets. On restera bien sûr avec les équipes du HDH en accompagnement sur le projet. Et on sera ravis de pouvoir visualiser vos suggestions, vos questions de recherche. Oui, ben, je pense du coup, partie Medipat, on est relativement sur la même longueur d'onde de toute façon que Roche. Là, l'objectif, c'est vraiment qu'on arrive à co-construire quelque chose dans nos écosystèmes respectifs avec des compétences et des expertises qui sont, je pense, très complémentaires. D'avoir, ben, d'une part, le collecteur, on va dire, de données, d'avoir d'autre part également ben, les porteurs de projets et qu'on arrive tous ensemble avec le HDH à faire une co-construction d'un projet qui, je pense, pourra avoir énormément de bénéfices pour le bien commun. Donc, si besoin d'informations complémentaires ou de données complémentaires ou un petit peu bah, d'adaptabilité de nos datasets pour répondre aux besoins de vos projets, je pense qu'on restera tous entièrement disponibles pour mettre un petit peu notre expertise à votre service. Donc, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Et n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail de l'AMI et à aller vous renseigner et à lire le cahier des charges sur la page internet du site, sur le site du Health Data Hub. Tous, au revoir. Bonne journée. Très vite. Au revoir. Au revoir.